Avez-vous peur de la levure de boulanger? Vous êtes beaucoup à la redouter et à éviter les pâtes levées à cause d'elle, alors aujourd'hui on va démystifier ensemble la levure de boulanger et surtout apprendre à s'en servir. Bonjour tout le monde, moi c'est Coraline, mais vous pouvez aussi m'appeler l'herboriste et bienvenue dans cet épisode de Mes secrets de pâtissière. Aujourd'hui apprenons ensemble toutes les bases de la levure de boulanger ou, comme je préfère l'appeler, la levure boulangère. Et rappelons-le, la cuisine ce n'est pas de la magie, c'est de la science. En premier, c'est quoi la levure boulangère? La réponse simple, c'est que c'est un ferment issu du règne des champignons. La levure boulangère est extraite d'une souche appelée Saccharomyces cerevisiae, comme d'ailleurs la levure de bière. Elle est complètement différente de la levure chimique et l'une ne peut pas remplacer l'autre. La levure chimique produit une réaction chimique instantanée, comme ici, alors que la levure boulangère produit une fermentation via un organisme vivant. Le rôle de la levure boulangère, c'est de décomposer et de métaboliser les sucres, donc de les digérer. En les digérant, la levure produit du CO2 qui est enfermé dans la pâte, généralement par du réseau glutineux. C'est comme ça que la pâte gonfle. Quels sont les différents types de levure boulangère? On trouve la levure de boulanger sous deux grandes formes, la levure fraîche et la levure sèche. On ne va pas s'attarder très longtemps sur la levure fraîche parce qu'elle est relativement facile à utiliser. Je n'en ai pas aujourd'hui, donc je vous mettrai une petite photo, mais elle se vend sous la forme de cubes d'environ 40 grammes et si vous ne savez pas où la trouver, c'est au rayon pâtisserie fraîche des supermarchés, donc là où on vend les éclairs, les entremets, etc. On utilise environ 20 grammes pour 500 grammes de farine et il suffit de l'émietter au fond de votre saladier avant de faire votre recette. Ou sinon, vous pouvez la diluer dans le liquide avant de l'ajouter à la pâte, comme ça elle est mélangée de manière homogène. Comme avec la levure sèche, on évite le contact direct avec le sel, on y reviendra. Ensuite, la levure sèche donc, on la trouve sous deux grandes formes, la levure instantanée ou levure à action rapide et la levure active ou levure à activation lente. Techniquement, il y a aussi la super active ou super instantanée, mais je la range dans la catégorie de l'instantanée. Ouvrons-les pour voir à quoi elles ressemblent. La levure instantanée est en forme de tout petits vermicelles, alors que la levure active est en forme de petites billes un peu plus épaisses. La différence entre ces deux levures, c'est que la première n'a pas besoin d'être activée, alors que la deuxième, si. Comment savoir si on achète de la levure instantanée ou de la levure à activation lente? Ce n'est pas toujours écrit sur les sachets, c'est même rarement écrit d'ailleurs. Surtout si comme moi vous utilisez les levures de premier prix. Pour savoir, il faut donc retourner votre paquet et lire les instructions. Si les ingrédients disent quelque chose comme mélanger la levure à la farine, ou qu'elles ne disent rien, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être activée. Aujourd'hui, c'est quand même l'instantané qu'on retrouve le plus. Si vous regardez maintenant de la levure à activation lente, il va y avoir écrit que la levure a besoin d'être activée dans l'eau, sans plus de détails. Cette levure, c'est aussi la forme de la fameuse levure SAF qu'on retrouve en petits pots. Donc, comment activer la levure pour pouvoir l'utiliser? Si vous avez de la levure instantanée, vous n'avez pas besoin de la faire activer. C'est ce qui est écrit sur le paquet où on vous conseille de la mélanger directement à la farine. Moi, je vous conseille d'abord de la diluer dans l'eau parce que sinon, il risque d'y avoir des petits grains qui restent dans la pâte et après, on n'est pas sûr si ça a fonctionné ou pas, donc diluez-la d'abord. Est-ce qu'on peut quand même l'activer avant l'utilisation? Oui. Pourquoi on ferait ça? Pour une raison très simple, pour vérifier qu'elle est encore vivante et qu'elle n'est pas périmée. Pour l'activer, on fait exactement pareil pour les deux types de levure. Et ça tombe bien parce que de toute façon, celle avec des petites billes, donc à activation lente, a absolument besoin d'être activée avant utilisation. Voilà ce dont on a besoin pour activer notre levure. Un récipient étroit, comme un mug ou un verre, étroit parce que plus un récipient est large, plus son contenant refroidit vite, et pour activer la levure, il faut de la chaleur. Vous aurez aussi besoin d'un petit couvercle pour conserver la chaleur dans votre récipient, donc moi j'utilise une petite coupelle, mais une assiette à dessert, ça fonctionne aussi. On a donc ensuite besoin d'un liquide chaud, eau
ou les végétales. Chaud, c'est autour de 30 degrés, un peu plus même. Donc si je mets mon doigt dedans, je dois me dire « Eh ben, c'est chaud !» mais être quand même capable de laisser mon doigt 10 secondes sans me brûler. Si c'est tiède, c'est trop froid, et si c'est froid, c'est trop froid. Vous pouvez utiliser un thermomètre, moi j'utilise la technique du doigt. Et c'est tout. Moi, je ne rajoute pas forcément à chaque fois du sucre dans la levure parce que c'est pas ça qui fait qu'elle s'active ou non, mais vous pouvez en utiliser, ça donne un petit boost à la levure pour être bien activée, et si c'est ce que vous avez l'habitude de faire, eh ben faites-le. Il y a 2 pièges à éviter pour réussir à activer votre levure. Le premier, c'est qu'il faut éviter le contact direct avec du sel. On dit que le sel tue la levure, ce n'est pas vraiment ça, c'est plutôt qu'il inhibe ou qu'il ralentit drastiquement le fonctionnement de la levure. Je continue à voir tout le temps des gens verser leur sel dans la levure sur plein de recettes sur internet. Écoutez, moi je ne ferai pas comme ça. Le sel, on le mélange donc à la farine. Le deuxième piège, c'est la chaleur, et je pense que c'est la première difficulté quand on n'arrive pas à activer sa levure. Si votre liquide est trop chaud, la levure risque d'être tuée. S'il est trop froid, la levure ne s'activera pas. Si c'était trop chaud, vous ne pouvez rien faire, mais si vous remarquez que votre liquide refroidit trop vite, ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre mug dans un bol d'eau bien chaude, et ça va peut-être réussir à réchauffer un peu le liquide pour faire lever la levure. Moi, je l'ai fait régulièrement et ça a bien fonctionné. Donc, activons nos 2 levures. Je prends 2 verres remplis d'eau à la même température, donc aux environs de 35 degrés. Dans le premier, je mets ma levure à activation lente, je mélange bien et je couvre. Dans le deuxième, je mets un peu de sucre pour la forme, je mets ma levure instantanée, je mélange et je couvre. Il suffit maintenant d'attendre quelques minutes. Et pour vous dire que ça arrive à vraiment tout le monde, et ben la première, c'est la activation lente. C'est mal activé. Je pense qu'en fait j'ai stressé de voir que elle ne s'activait pas assez vite. Du coup, j'ai voulu mélanger avec une cuillère et grosse erreur, ça l'a complètement perturbée. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai jeté et j'en ai refait une, cette fois en ajoutant du sucre. Et là, la levure a très bien monté. Vous pouvez voir que ça déborde carrément du verre. Donc là, la levure est activée. Comme quoi, il faut avoir un peu de patience et laisser la levure tranquille. L'autre levure, elle, s'est super bien activée aussi. Et plus on attend, plus on peut voir que la mousse au-dessus monte. Ben, c'est tout simplement la levure qui s'active. Maintenant, vous pouvez procéder avec n'importe quelle recette que vous voulez. On compte environ un sachet de levure pour 500 g de farine. On passe à la deuxième étape, mais pas des moindres. Comment faire gonfler sa pâte? Pour faire gonfler sa pâte, il faut de la chaleur. En été, vous pouvez juste la laisser sur votre plan de travail. En hiver, c'est un peu plus compliqué. S'il fait froid chez vous, voilà ce que je vous conseille de faire. Faites chauffer de l'eau, placez un grand bol en bas de votre four, versez l'eau très chaude dans le bol, déposez votre saladier dans le four par-dessus, couvert, pour éviter que des morceaux de four tombent dessus, et puis fermez le four. C'est optimal parce que c'est de la chaleur humide et les pâtes levées détestent la chaleur sèche. C'est pour ça que généralement on couvre le saladier des pâtes levées, soit avec un film étirable qui permet de conserver l'humidité à l'intérieur, soit avec un torchon vraiment bien humide pour aussi éviter que l'humidité s'échappe. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de laisser une pâte gonfler sans rien par-dessus. Elle devient toute sèche, elle fait une croûte sur le dessus. C'est très chiant. Si ça vous arrive, sachez que vous pouvez rattraper en utilisant un pinceau pour mettre de l'eau sur votre pâte et attendre un petit peu qu'elle se réhydrate. Mais franchement, autant éviter. Le seul problème avec la méthode du four, c'est si votre pâte levée a des morceaux de chocolat dedans, ils peuvent fondre un petit peu. Donc le mieux c'est d'attendre une fois qu'elle a gonflé, remettre au frigo peut-être 5-10 minutes le temps que le chocolat durcisse et ensuite
procéder au reste de la recette. Voilà donc nos 2 pâtes levées, celle à activation lente qui sort du four. J'ai voulu la mettre dans un bocal pour que vous puissiez bien voir comme elle a gonflé. Elle est carrément ressortie du bocal. Et la pâte avec la levure instantanée, elle, je l'ai laissée pousser au frigo un peu plus que toute la nuit et elle a bien gonflé aussi. La 3e et dernière étape, c'est la 2e pousse avant cuisson. Quand vous avez façonné votre pâte, que ce soit de la pâte à brioche ou du pain ou autre, souvent vous avez besoin de faire une seconde pousse. Est-ce que vous pouvez réutiliser la méthode du four ? Oui et non. Méfiez-vous de cette méthode pour la 2e pousse, déjà parce que ça fait fondre des éléments, donc si vous avez des brioches fourrées avec de la margarine ou du chocolat, ça risque de fondre dans le moule, mais aussi parce que votre pâte n'est pas censée trop gonfler à la 2e pousse. Moi, en général, j'attends juste qu'elle ait pris un petit peu de volume, mais j'attends pas non plus qu'elle ait doublé de volume comme lors de la 1re pousse. Pourquoi? Eh ben tout simplement parce que si vous laissez trop gonfler, il va y avoir trop de CO2 enfermé dans votre pâte et en fait la pâte ne va pas tenir à la cuisson, le CO2 va s'échapper, du coup on finit avec une pâte toute sèche, toute plate et vraiment toute moche. Et voilà, je crois que vous connaissez tous mes secrets à propos de la levure boulangère. J'espère que cette vidéo va vous aider, vous étiez beaucoup à l'attendre, donc j'ai hâte de voir toutes vos belles pâtes levées. Vous pouvez m'envoyer un petit message privé avec une petite photo de vos pâtes sur mon Instagram en message privé, je vous mets mon URL juste là. Si pour une quelconque raison votre pâte n'a pas levé et que vous avez un raté, ça arrive à tout le monde. Ne jetez pas votre pâte, ce que vous pouvez faire, c'est en faire des nanes. Que votre pâte soit salée ou sucrée, vous faites une petite boule, vous l'étalez, vous la cuisez à la poêle sans ajout de matière grasse et ce sera hyper bon et comme ça vous évitez d'avoir quelque chose qui va à la poubelle alors que c'était tout à fait comestible et tout à fait bon. Si vous avez d'autres questions, posez-les-moi en commentaire et j'essayerai d'y répondre au mieux. Dites-moi si cette vidéo vous a aidé et si vous aimeriez que j'aborde un autre sujet dans un prochain épisode. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à la chaîne avant de partir et en attendant, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.